Merci monsieur. Je voudrais remercier les organisateurs de la Fondation Écologie d'Avenir, monsieur le ministre qui a dû nous quitter, son fils Laurent et en particulier Francis Quétier de m'avoir invité pour vous exposer l'évolution attendue des textes réglementaires, notamment en Europe, c'est ça qui nous intéresse, et des pratiques commerciales qui en découlent pour les nouvelles plantes biotechnologiques. J'ai légèrement changé à dessein le titre pour ne pas reprendre le terme de OGM, parce qu'on va voir que c'est plus compliqué et que ça ne s'applique pas forcément. On pourra peut-être prendre le nouveau vocable proposé par Francis Quétier, un organisme génétiquement amélioré. Avant que j'oublie, je signale la sortie prochaine, début janvier 2015, d'un livre sous la direction de Jean-Claude Pernolet de l'Académie d'agriculture, suite à un travail d'un groupe sur les PGM, donc qui va paraître aux éditions Quae, les plantes génétiquement modifiées, menaces ou espoirs. Voilà. Donc, je vais vous rappeler la définition d'un organisme génétiquement modifié dans la directive 2001-18, donc européenne, qui décrit un certain nombre de techniques qui démontrent que l'organisme est génétiquement modifié, et puis un certain nombre de techniques qui ne font pas partie de ces outils de modification génétique. Donc, il faut les garder à l'esprit. Je vais les rappeler au cours de ce développement. Il y a une nouvelle définition qui est apparue dans un avis qui a été rendu en 2012 par l'Agence européenne de sécurité alimentaire sur la transgénèse. Alors, je vais dire ça en anglais pour garder l'esprit de la loi, comme dirait Montesquieu. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai mis en gras, parce qu'on va reprendre ça tout à l'heure pour essayer d'y voir plus clair. Donc, on insiste sur le fait que la transgénèse repose sur des techniques d'acide nucléique recombinant, à partir d'un matériel à l'extérieur du pool génique du semencier, du sélectionneur, de l'améliorateur. Et quand c'est incorporé dans le génome receveur, ça contient donc des éléments génétiques type séquences codantes et régulatrices, ou bien des séquences synthétisées de nouveau. Donc, sachant cela, il faut aussi avoir à l'esprit qu'en Europe, nous avons une traçabilité qui repose sur un règlement qui a été donc édité en 2003, sur les OGM. Il y en a un autre postérieur sur les produits conventionnels, et ce règlement régit donc l'étiquetage. Et il est dit à 3 alinéas que ce règlement s'applique pour les produits qui consistent en OGM, de denrées alimentaires produites à partir d'OGM, et la même chose pour les aliments destinés aux animaux. Donc ça, ces 2 points sont importants, consistent à partir de. Aux États-Unis, il y a une définition d'un organisme qui est génétiquement engineered, enfin l'ingénierie génétique, il est dit ici, genetic. Donc il a un statut dit regulated. Voilà, là c'est issu de Nature récemment en novembre, de ces produits qui sont présentés soit par des sociétés ou soit par des universités. Donc ils ont un statut pour l'instant regulated parce que ils sont soumis à des tas de tests par 3 agences donc américaines qui concernent l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors les petits tirets qu'on voit, ils ne sont pas encore sous les fourches codines de ces évaluations, mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est de voir déjà les catégories qui sont délimitées selon la technique qui a été employée, et on verra du produit qui en est issu. Bon, je reviendrai sur certains de ces exemples.
Alors, en Europe, et c'est peut-être pour ça qu'on en discute aujourd'hui, quelles sont les nouvelles techniques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est depuis 2007, donc depuis plus de 7 ans, que l'Union européenne avait monté un groupe de travail pour réfléchir aux dernières avancées technologiques que Francis Quetier nous a présentées tout à l'heure. Et ça fait l'objet d'un rapport européen en 2011, donc plusieurs années plus tard, où on listait 8 techniques que j'ai placées ici en gris. Mais entre-temps, il y a d'autres outils qui sont apparus, et peut-être qu'au moment où je vous parle, il y en a d'autres qui vont paraître dans la presse scientifique, notamment les null segregants, et puis les dernières nucléases qui nous a été présentées tout à l'heure, qui n'existaient pas dans le texte de 2011. Donc on est vraiment dans un continuum technologique extrêmement rapide, de plus en plus précis, et qui va faire gagner du temps, évidemment, aux sélectionneurs. Bon, alors, je vais les reprendre une par une pour essayer, à la lumière de la directive 2018, de voir si le terme d'OGM s'applique ou pas pour arriver vraiment aux toutes dernières. Alors, j'ai essayé de trouver des critères qui font que voilà, ça se rapproche d'un OGM ou pas. Et par rapport au règlement 1830-2003, ce qu'il en est de la traçabilité. Ce qui dit traçabilité, c'est traçabilité pour le sélectionneur, suivre son produit pour éviter la contrefaçon, et puis traçabilité de sécurité, s'il y a un problème de pouvoir remonter en amont, et puis étiquetage vis-à-vis du consommateur ou dans le commerce international. Alors, si on prend un greffon, un porte-greffe qui sont génétiquement modifiés, les deux, bon d'accord, c'est un OGM, il n'y a pas de doute, c'est l'article 2, c'est cohérent. Si le greffon est génétiquement modifié, donc le greffon, voilà, sur un porte-greffe qui ne l'est pas, c'est un OGM en vertu du fait qu'il y a donc de l'ADN recombinant dans le produit final. Bon, mais si on a un greffon qui est non OGM, c'est le petit schéma ici, greffé sur un porte-greffe génétiquement modifié, en principe, il n'est pas OGM, dans la mesure où le produit final récolté ne contient pas d'ADN recombinant. Pourtant, il a été jugé génétiquement modifié, notamment en France, par au Conseil des biotechnologies qui évalue les dossiers, et probablement en vertu du règlement de l'étiquetage. Mais d'un point de vue scientifique, et si on appuie vraiment la loi de la directive, ce n'est pas un OGM. Et c'est la raison pour laquelle il a été vandalisé 2 fois, je le rappelle, malheureusement, à Colmar. C'était une vigne qui était résistante au cournoué. Bon. Donc là, en termes de traçabilité, le greffon qui n'est pas génétiquement modifié, le produit final ne contenant pas un OGM, ce n'est pas traçable. Et d'ailleurs, le fameux rapport dont je vous parlais, paru en 2011, le signale très clairement. Alors, les agro-infiltrations, bon, il y en a 3 types. Bon, les 2 premières, on va aller assez vite parce qu'en fait, c'est pour tester la réaction de la plante à des bioagresseurs. De toute manière, la plante, elle est infiltrée localement. Donc il y a un transfert d'ADN recombinant, certes, mais ça touche que les cellules somatiques. Donc là, effectivement, on a un critère cellules somatiques versus cellules sexuelles, critère qui effectivement va pouvoir s'appliquer ou pas à la terminologie OGM. Quand on fait le trempage des fleurs, ce qu'on appelle le floral dip, là, effectivement, les cellules sexuelles sont en contact avec l'ADN qu'on essaie de faire pénétrer, et les gamètes et les embryons, eux, sont bien infiltrés. D'accord ? Donc, il y a bien de l'ADN recombinant dans le produit final et qui va se transmettre à la génération suivante. Donc, en termes de traçabilité, ben oui, c'est traçable. On peut détecter, identifier par PCR, mais il faut que les informations soient disponibles, qu'on ait bien dit ce qu'on a fait, et en l'occurrence la séquence qu'on a voulu faire intégrer dans la plante en question. C'est une technique qui est peu chère, hein, et qui a fait l'objet déjà
de plantes génétiquement modifiées pour le floral deep. Alors, la méthylation de l'ADN à ARN dépendante, bon, là, il y a deux situations qui se présentent. Soit l'ADN recombinant, il s'intègre de façon stable dans le génome, et du coup, ça va générer des petits ARN ou micro-ARN qui vont faire après le travail d'inhiber l'expression d'un gène qu'on souhaite. Bon. Là, c'est un OGM dans le sens où il y a une intégration selon l'annexe 1A de la partie 1 de la directive. Bon. En revanche, si l'ADN est transitoire, il est simplement présent à une étape, notamment de l'organisme intermédiaire, mais pas dans la descendance, c'est pas OGM, seul l'organisme intermédiaire est OGM. Donc là, il y a un critère qui rentre en jeu, qui est l'aspect transitoire ou pas, suivi d'un deuxième, est-ce que l'ARN ou l'ADN va être hérité dans la descendance, encore une fois, dans le produit final. Donc là, ça a des conséquences sur la traçabilité. Ça va être assez difficile de faire une identification de ces produits, même avec des connaissances préalables, par exemple, que le chercheur fournirait, parce qu'on ne pourra jamais distinguer une méthylation par cette technique-là d'une méthylation naturelle qui surviendrait. C'est l'épigénétique. L'autre technique qui s'appelle reverse breeding, qui est la sélection inverse, alors c'est assez compliqué, mais le schéma que je trouve très intéressant le simplifie assez bien. Il y a plusieurs étapes, et là encore on est dans la même configuration que précédemment. Il peut y avoir une étape où il y a une stabilité de cet ADN qui s'est intégré, ou d'un RNAi, et là on peut dire que c'est un OGM, c'est cette étape intermédiaire. Mais ensuite, avec la suppression de la récombinaison méiotique, ces petits ARN qui ont fait que ça a supprimé la méiose sont transitoires. Donc on se retrouve là encore dans ce caractère transitoire ou pas. En tout cas, l'organisme final, le produit final, lui, qui résulte de cette sélection inverse, n'a pas d'acide nucléique recombinant dans son génome. Donc il n'est pas OGM dans le sens de l'article 2. Alors, est-ce que c'est traçable? La méiose, elle peut aussi être supprimée par d'autres méthodes traditionnelles. Donc ça va être, là encore une fois, difficile de distinguer ce qui s'est produit par sélection conventionnelle par rapport à sélection inverse. Donc là, ici, on ne pourra pas identifier, ça ne sera pas possible. Alors, les nuls ségrégants ou les ségrégants nuls, alors je vais donner la définition en anglais parce que j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé en français parce que c'est assez nouveau. C'est assez intuitif parce que l'idée c'est d'utiliser une technologie de transgénèse classique pour faire de l'amélioration. Mais d'éliminer toute trace de cette transgénèse dans le produit final, c'est-à-dire dans la descendance. Alors on peut le faire par autofécondation ou en recroisant avec une variété. En tout cas, dans l'organisme final résultant, il n'y a pas d'acide nucléique, donc il n'est pas OGM. Alors, ça ne sera pas possible de l'identifier. Et je vais vous donner... alors, bien sûr, il faudra avoir quelques précautions pour vérifier qu'il n'y a pas d'intégration à d'autres endroits du génome inattendus. Alors, une des applications récentes, puisqu'elle est de juste moi, c'est dans le sorgho. On a utilisé un gène qui a été trouvé chez Arabidopsis, qui a été testé comme preuve de concept dans d'autres espèces de plantes. Donc c'est un gène
qui va en fait s'exprimer, enfin son produit va s'exprimer uniquement dans les mitochondries ou dans les chloroplastes. Bon. Et quand on inhibe l'expression de ce gène-là, on a un phénotype qui est complètement différent. Donc on a une variation en hauteur, on a une accélération de la floraison, donc accelerated flowering qu'on avait vu dans le premier tableau, c'est ce type de technologie qu'employée. Puis il y a des modifications de l'architecture de la plante. Donc là, c'est vrai que pour le sélectionneur, ça ouvre des voies extrêmement intéressantes. Et l'auteur, j'ai repris sa phrase, dit bien que bon, on l'a vraiment programmé ce phénotype, j'insiste bien sur ce terme, mais c'est pas génétique, il n'y a aucune trace. Alors, si on regarde maintenant la cygénèse et l'intragénèse, qui ont fait l'objet de réflexions à l'EFSA, à Parme, qui est donc l'organe d'évaluation de Bruxelles, de l'Europe, et l'intragénèse, bon, les choses commencent un petit peu à se mettre en place. Donc, l'idée est la suivante, et je vais m'appuyer sur des exemples pour que ce soit encore plus clair. Chez la pomme, par exemple, on a réussi à avoir des variétés qui sont résistantes à la tavelure. Bon, c'est un papier qui est sorti récemment avec des auteurs à la fois suisses et allemands à partir d'espèces sauvages, donc sexuellement compatibles. De même, chez la pomme de terre, on a une résistance au mildiou qui a été intégrée donc par transgénèse, avec des gènes provenant de deux espèces sauvages. Donc là, c'est un papier qui est sorti aussi cette année par une équipe aux Pays-Bas. Pour l'intragénèse, dans le New York Times International de cette semaine, il y avait un papier sur la pomme de terre qui vient, alors justement, qui vient d'être deregulated, c'est-à-dire qu'elle est maintenant autorisée. Elle va être en tout cas en test commercial auprès des consommateurs l'année prochaine. Bon, c'est une entreprise, Simplot, qui l'a mise au point à partir de gènes d'espèces sauvages. Et elle a un taux d'acrylamide qui est cancérigène très très bas, et puis une réduction du brunissement chez cette pomme de terre. Donc là, on peut dire que ce sera la première plante d'intragénèse commercialisée peut-être. Alors, c'est assez complexe parce que si on prend l'avis de l'EFSA, qui est un avis scientifique, je commence par le bas pour mieux comprendre, il est dit que dans le cas de la cygénèse, le gène transféré, il n'est pas changé, alors que dans l'intragénèse, il y a des parties qui restent, donc des éléments de régulation. Et c'est vrai que dans la directive, on insiste bien sur ces éléments présents ou pas. Il est dit dans cet avis que la cygénèse va de toute manière conduire à la production d'un organisme qui ne pourra pas être distingué d'un croisement conventionnel. Vous auriez pu le faire de cette façon-là. Une espèce sauvage qu'on croise avec une espèce cultivée, bon, c'est le pool génique primaire d'Arlan en 71 et de Pernès en 85, c'est clair. L'intragénèse, en revanche, conduirait un organisme qui ne pourrait pas être obtenu par croisement conventionnel. Alors on serait tenté de dire, dans un cas, c'est non OGM, et dans un autre cas, c'est un OGM. Cependant, quand on regarde la définition de l'EFSA, il est bien dit que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du pool génique du sélectionneur que provient le matériel génétique. Donc, dès l'instant où, en intragénèse ou en cygénèse, on utilise un matériel génétique qui est à l'intérieur du pool génique du sélectionneur, notamment comme pour la pomme de terre ou la pomme, à notre sens, n'est pas
Ce n'est pas un OGM. Alors, concernant la mutagénèse dirigée avec donc le nucléotide, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est de modifier le génome in situ. On n'apporte pas d'ADN exogène. En tout cas, là, bon, il n'y a pas d'insertion d'ADN recombinant, c'est pas un OGM. Et en plus, ça s'appuie sur le fait que c'est de la mutagénèse, elle est dirigée, certes, elle est précise, elle est intentionnelle, mais c'est une technique qui exclut dans l'annexe 1B. Donc, c'est réglé. Est-ce que c'est traçable ou pas? Alors, les mutations qui résultent de cette technique-là, on les détecte par PCR, à condition qu'on donne des informations sur le voisinage de cette mutation pour fabriquer des amorces et pour aller donc cibler cette mutation et puis la détecter. Bon, si ces informations ne sont pas disponibles, ça c'est difficile à distinguer parce qu'on pourrait les confondre avec des mutations qui auraient pu survenir après une mutagénèse chimique à base de AMS ou physique, des rayons gamma, ou bien l'effet de mutations naturelles à l'intérieur. Alors, comme exemple, il y a une entreprise aux États-Unis qui développe une technologie, Cibus RTS, que voici, et ils ont donc produit un colza et un lin qui tolèrent un herbicide. En tout cas, le colza ou dicanola, il est autorisé actuellement au Canada. Alors, dans différents articles, la littérature est très abondante. En tout cas, aux États-Unis, l'agence qui regarde la santé des plantes et des animaux, l'inspection, de toute manière, déclare que pour eux, pour cette agence, ce n'est pas un OGM. Bon, quand on regarde les avis des Britanniques, il est clairement dit que c'est exclu du champ OGM, cette technologie. Bon, alors il y a aussi d'autres avis qui le confirment. Alors maintenant, quand on passe à une nouvelle, si je puis dire, ère de technique, qui, elle, vise à corriger le génome in situ. Donc, c'est toutes les nucléases qui nous ont été présentées. L'idée, c'est vraiment de corriger avec des nucléases qui sont donc façonnées à des fins qu'on va voir. Alors, je ne le reprends pas, ça est extrêmement bien expliqué. Donc, méganucléases, les zinc finger nucléases, les TALEN et les CRISPR. Bon, très bien. Ça fait donc des coupures et ça peut faire des petites insertions, des lésions, donc des mutations ponctuelles. On peut exciser. Dans un deuxième cas, avec une recombinaison homologue, on peut modifier un gène, ce qui nous avait été expliqué. Et puis, dans un troisième cas, on peut insérer de l'ADN. Alors, est-ce que ça sera de l'ADN du même pool génique ou de l'individu à côté, ou bien un ADN exogène qui sort du pool génique primaire, secondaire, tertiaire, voire d'autres règnes. Ça, c'est toute la question. Donc, ça a été classé en SDN 1, 2 et 3 pour site-directed nuclease. Dans le premier cas, bon, c'est pas un OGM parce que c'est de toutes petites mutations, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas d'ADN recombinant, c'est comme la mutagénèse dirigée. Ce n'est pas traçable parce que l'identification n'est pas possible. On retombe dans le même raisonnement, ça aurait pu être une mutagénèse conventionnelle, chimique ou physique, ou une mutation qui serait apparue. Donc on ne peut pas la distinguer, et en plus c'est exclu de la directive. La SDN2, c'est par recombinaison homologue, on a une mutation, bon, mais si elle est inférieure à 20 nucléotides, et là le groupe européen le dit bien, en dessous de 20 nucléotides, on peut, statistiquement, ça va être très difficile à distinguer d'une mutagénèse conventionnelle ou pas.
Donc là, ce n'est pas un OGM. Alors après, c'est cette classe-là. C'est un OGM s'il y a un acide nucléique qui est recombinant. Est-ce que cet ADN ajouté appartient dans le pool de l'espèce ou pas? Ça, c'est la question. En tout cas, on pourra effectivement tracer avec une PCR, mais il faut que l'information soit disponible de ce qui s'est passé. Alors, les méganucléases, bon, bah là, il n'y a pas d'ADN recombinant, c'est un outil qui est assez précis, seulement c'est assez limité, on les utilise de moins en moins, il n'y en a que 600. Là aussi, ce n'est pas traçable, on peut en plus les confondre. C'était Selectis qui était le leader sur cette production. Les ZFN3, les zinc finger nucléases, c'est un outil plus précis, mais moins que les TALEN. Alors, il y a une marque déposée par Dow AgroSciences. Voilà, ils peuvent même mettre plusieurs gènes. Et dans cette configuration, c'est un organisme génétiquement modifié. Là encore, ça dépend ce qu'on y met. Pour les TALEN, là, le critère, ça va être la taille de la modification. S'il y a une modification, bon, c'est rapide à produire, c'est un petit peu plus cher que les CRISPR. Ça peut être combiné, parce qu'on va voir que dans un récent article paru en juillet 2014, on peut les articuler. C'est traçable, oui, s'il y a des modifications qui sont suffisamment larges, mais l'information doit être disponible. Alors, là, je l'ai lu récemment, en septembre, il y a une pomme de terre avec moins de cholestérol qui vient d'être annoncée dans une publication où le TALEN a excisé un gène. Et l'auteur dit qu'il n'y a pas de cicatrice moléculaire, donc de marque, et que pour lui, c'est une équipe japonaise, enfin, les auteurs disent qu'en fait, ça serait similaire à de la sélection conventionnelle. Alors, si on regarde le continuum dans le temps, on voit donc ces quatre techniques. Il y a effectivement un saut technologique chez les plantes qui est arrivé là en 2014 avec les fameuses CRISPR, qui est un outil plus précis, technique peu chère, et on peut donc fabriquer les ARN guides comme on le souhaite. Il y a un article qui est paru en août 2013 qui déjà mentionnait sur le riz et sur le blé des essais, mais il a fallu attendre un an quasiment après pour avoir une publication d'une équipe chinoise qui est du coup leader sur cette technologie-là, qui a donc conféré la résistance au mildiou chez les blés, mais de façon simultanée, puisque le blé est un hexaploïde, dans les 3 génomes. Donc, alors, les critères, la modification, elle aurait pu être due à une mutagénèse. C'est pas traçable, mais là, tout va dépendre aussi quand même de la modification, parce que les CRISPR ont plusieurs applications. On peut créer une mutation. Quelle est la taille de la mutation? On sait que chez l'homme, on est allé jusqu'à 30 mégabases à enlever. On peut insérer un gène, donc qu'on connaît bien. On peut faire une recombinaison homologue, mais on peut aussi ajouter à cette recombinaison homologue des fragments qui peuvent être assez gros. Et il y a une publication, alors là c'est chez les virus, je ne sais pas chez les plantes, mais ça ouvre déjà la porte à la possibilité où voilà, on a fait rentrer une grosse partie d'ADN dans le virus en question. Alors, cette technique-là, elle peut aussi être dirigée sur un promoteur d'un gène. On peut activer un gène on peut associer le guide RNA à un facteur de transcription. On peut méthyler le gène si on associe le guide RNA à la méthylase. Du coup, on a une modification ici épigénétique. Et là, on retombe toujours dans la même question. Est-ce que cette méthylation aurait pu être naturelle ou au contraire intentionnelle? Donc, on ne pourra pas les différencier. Alors, je fais un focus sur les CRISPR parce que c'est un saut technologique très important, parce qu'il y a la question de la brevetabilité.
Est-ce qu'on peut breveter une mutation? Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on veut? Est-ce que, bon, si elle est traçable dans les générations, dans les programmes de sélection, pour poursuivre et éventuellement poursuivre les personnes qui feraient la contrefaçon. En tout cas, pour la recherche publique, ça pourrait générer toute une variabilité en mettant à disposition des accessions avec des mutations. Ça peut être des allèles très intéressants de stress, enfin des résistances à des stress, biotiques, abiotiques, et donc une espèce d'open source, bon, qui serait du coup pas soumis à la propriété intellectuelle. En tout cas, dans le domaine thérapeutique, il y a beaucoup d'universités, et ça on l'avait déjà vu pour d'autres choses, qui déposent des brevets. Il faut un retour sur investissement. C'est pas du tout tabou là-bas, notamment aux États-Unis, et qui brevettent des CRISPR. Et ça assure déjà une traçabilité en dehors du gain sur le retour sur investissement pour récompenser l'effort de recherche. Et j'assiste sur ce brevet-là qui est arrivé récemment en 2014. Emmanuelle Charpentier, qui est en fait une Française, mais qui maintenant travaille en Allemagne, qui est établie en Allemagne, est co-inventeur avec une autre personne. Donc d'un CRISPR designé, et designé c'est vraiment le terme qu'on emprunte en biologie de synthèse notamment, qui combine deux guides à ARN. Bon. Alors, en conclusion, il me semble que déjà le champ de la définition, il s'inscrit dans un continuum qui va intégrer la biologie de synthèse, parce qu'il y a le côté synthétique et de conception. L'évaluation, on va le voir, devrait être basée sur le phénotype plutôt que sur le procédé et la technique, pour les raisons que je vais vous expliquer. J'ai essayé de lister tous les critères qui ont permis de différencier la transgenèse stricto sensu de ces nouvelles techniques. Présence d'acide nucléique, la taille de la modification, c'est héritable ou pas, est-ce que c'est un caractère transitoire, est-ce que c'est les cellules somatiques ou sexuelles qui sont visées, est-ce qu'on regarde l'organisme intermédiaire ou le produit final, est-ce qu'il y a une similarité, est-ce que c'est indistinguable d'une technique conventionnelle ou pas. Donc pour des organismes corrigés ou améliorés, edited organisms. Bon. En termes de traçabilité, c'est vrai que les ZN3 ou ZFN, certaines cisgénèses et intragénèses, ça va dépendre de comment on va prendre la définition, le trempage des fleurs, certains talènes ou CRISPR, si on ajoute de l'ADN exogène, en dehors d'une gene pool du sélectionneur, ou si on fait des grosses élétions, enfin, ces techniques-là, elles ne vont pas conduire à des modifications qui sont traçables. On l'a vu à chaque fois, en tout cas avec ce qu'on a comme outil d'identification. Alors, est-ce qu'on peut réglementer une modification qui n'est pas identifiable? Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur de nombreuses questions. D'abord, est-ce que c'est un organisme qui relève de la biologie de synthèse, tous ceux qui vont sortir avec des talènes ou des CRISPR? La question est posée, notamment aussi avec les petits ARN ou les micro-ARN. Donc, c'est des Australiens et des Allemands qui se posent cette question. Des Allemands, mais aussi des Anglais, estiment qu'il faut qu'avec ces outils, l'évaluation de la sûreté et de la sécurité porte sur le trait, l'événement, c'est une résistance à un herbicide, par exemple, ou un bioagresseur, et le produit final, le end product. Les Britanniques insistent sur le fait que, étant donné le flou qui entoure ces définitions, il faudrait avoir une approche basée sur le phénotype
et non pas sur le génotype, étant donné qu'il y a aussi des étapes intermédiaires. Et d'ailleurs, il s'est repris ici, et disons que l'approche basée sur le procédé va devenir extrêmement difficile à la lumière de ces différentes techniques. Donc, il est dit aussi par les académies des sciences européennes qu'il faudrait baser la législation pour caractériser ces nouveaux organismes issus de ces nouvelles technologies sur la présence d'un ADN donc étranger exogène. Donc si cet ADN est absent, ça devrait échapper à la définition. Alors enfin, la position des sélectionneurs du domaine privé, leur position est claire. Hein. Oui, je conclus. C'est une définition très difficile. En tout cas, si on ne tranche pas, on va avoir un exode hors d'Europe. Et pourtant, il y a de nombreuses applications. Donc avec Marie-Cécile Hénard, on va publier un article où on montre toutes les techniques et les responsables de ces applications pour des stress biotiques, abiotiques et aussi avec des traits nutritionnels. Donc vous voyez que maintenant c'est sur le marché, c'est en essai. Ou bien c'est en recherche-développement, mais à toutes les étapes de la filière, maintenant, ce sera vraiment présent. Alors, en ce qui concerne l'évaluation, il y aura 3 options possibles. Soit on considère que c'est une variété conventionnelle, soit c'est un nouvel aliment, soit c'est un OGM. La 4e catégorie, ça serait de dire ces variétés de plantes biotechnologie, elles devraient être évaluées sur leur phénotype. Donc, on crée une 4e catégorie. Et enfin, pour conclure, les semenciers ont besoin de savoir pour savoir comment positionner ces nouvelles techniques et les produits issus vis-à-vis de la directive. Ils ont une attente importante de clarification de la part des autorités françaises ou européennes, clarification sur laquelle reposent les capacités d'innovation et de compétitivité du secteur semencier. Je m'arrête là, mais je voudrais adresser mes remerciements à Pierre Barret, Esther Koch, Marie-Cécile Lebras, et je vous remercie de votre attention en cette fin d'après-midi.